Le vestiaire, c'est bien plus qu'un lieu. C'est un espace où tout commence. Là où, avant même de fouler le terrain, les grandes décisions se prennent. Les stratégies ne naissent pas sous les projecteurs. Elles s'affinent au calme, dans la réflexion collective. Bienvenue dans Le Vestiaire, le podcast du vestiaire de l'immobilier, qui vous ouvre les portes des coulisses de l'immobilier. Ici, pas de discours formatés, mais des confidences, des stratégies et des expériences vécues, racontées par ceux qui font bouger les lignes du secteur. Animé par Julien Pibouré, directeur associé de l'agence de communication /Boom, chaque épisode est une immersion dans l'envers du décor. Prenez place, l'immobilier se pense avant de se construire. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce premier épisode du podcast Le Vestiaire, le podcast du vestiaire de l'immobilier. Aujourd'hui, on reçoit Gabriel Belli, qui est directeur commercial chez DIE Rémédiation. Bonjour Gabriel, on va échanger ensemble sur différents sujets, bien évidemment autour de l'immobilier, plus précisément des sujets concernant la thématique de la dépollution, de la aussi revalorisation des friches industrielles. Je vais laisser Gabriel se présenter succinctement pour nos auditeurs. Bonjour Gabriel. Bonjour Julien, j'arrive, je suis Gabriel Belli, je suis directeur commercial de DIE Rémédiation, comme l'a dit Julien. Pourquoi je travaille dans la dépollution ? Déjà parce que c'est lié à une vie en lien avec la nature. Dès que je suis petit, en fait, je me suis lancé là-dedans et j'ai un parcours un peu atypique puisque moi je suis un ancien chercheur. Donc j'ai fait une thèse, comme tout chercheur qui se respecte, et plus particulièrement sur les problématiques de pollution, mais d'un point de vue plus généraliste. Et petit à petit, je me suis aperçu que la recherche, ça restait pas très pratico-pratique. Donc je me suis dit, je vais me lancer dans la dépollution, surtout moi ce que je connaissais un peu, tout ce qui était plutôt technique, bureau d'études, puisque je suis un ancien chercheur. Et de là, j'ai pris un peu conscience, en commençant à faire des vrais travaux de dépollution, du pragmatisme qu'il fallait avoir et de la réalité du terrain. Et des problématiques surtout liées à la revalorisation de ces terrains pour faire des logements, pour faire des projets d'aménagement à grande envergure artisanaux et même réimplanter des sites industriels. Et la pollution pour moi et tout ce qui est démolition, désamiantage, puisque c'est aussi ce que fait DI Environnement du point de vue général, c'est un des leaders du désamiantage. Vraiment, ces points, c'est des points d'achoppement pour les bilans financiers et pour avoir quand même quelque chose qui est viable d'un point de vue financier. Mais je me suis aperçu aussi qu'il n'y avait pas que ça. Il y a aussi de l'humain là-dedans. Et c'est là où j'en arrive, moi, à travailler du technique jusqu'à ce que j'appelle du commercial, mais qui n'est pas vraiment que du commercial, c'est aussi l'aspect projet d'un point de vue général. Donc, moi, j'ai travaillé dans différents bureaux d'études, dans des entreprises de dépollution, et je me suis mis à m'intéresser à la friche industrielle, puisqu'on a tout ce qui est loi ZAN, la loi verte gouvernementale. Et on s'aperçoit qu'en fait, maintenant, les seuls terrains qui sont disponibles, c'est des terrains qui sont dégradés la plupart du temps, malheureusement. Et pour faire un bilan, surtout en ce moment, avec la crise immobilière, ça devient compliqué. Et vraiment, là, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose d'intéressant là-dedans à travailler. Et c'est pour ça que je travaille dans ce domaine-là. Et pourquoi il me passionne, c'est trouver des solutions pragmatiques, réaliste et bien cadré, bien sécurisé pour les maîtres d'ouvrage. Et vraiment, moi, c'est là où je veux me placer. Les techniciens, il y en a plein. Des techniciens des travaux, il y en a plein. Par contre, des personnes qui trouvent des solutions intégrées pour sécuriser ces problématiques de pollution, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Parce qu'il y a des problématiques réglementaires, parce qu'il y a des problématiques de bilan financier, comme je l'ai dit, et parce qu'il y a aussi des problématiques humaines. C'est-à-dire réaliser un projet, c'est aussi le faire accepter par les autres. C'est aussi le faire accepter par un industriel que son terrain, ça ne vaut pas de l'or. Ou même des fois des particuliers qui ont une petite industrie, leur terrain ne vaut pas de l'or, mais qu'il est dégrévé de certains coûts. Et en général, la pollution arrive toujours sur le tapis. Et quand on parle de ça, ça devient vraiment problématique. Voilà un peu
ce que je peux vous brosser, moi j'ai vraiment un parcours complètement atypique. Mais ce qui m'a guidé en fait, au-delà du financier, du technique, que j'ai appris au fur et à mesure, c'est l'humain en fait. Et ça, c'est vraiment, je trouve ça important dans les typologies de projets. Voilà. Bon, merci Gabriel pour ces premiers éléments d'introduction. Très intéressant. J'ai appris aussi pas mal de choses un peu sur le sujet. Quel a été ton cheminement justement pour arriver sur ces problématiques, notamment de revalorisation, notamment des friches industrielles? Comment tu en es arrivé à travailler dans ça? Comment je suis arrivé? Alors, il y a à la fois du hasard et une volonté aussi de travailler dans l'environnement, dans un sens large. Et après, comme je l'ai dit, chacun fait son chemin. Je ne vais pas citer des chansons bien connues, parce que c'est pas le sujet là. Mais vraiment, l'important ici, c'est de se dire que le chemin qu'on prend, il est dû au hasard, mais pas que. C'est lié à des rencontres de l'immobilier diverses. On peut parler par exemple Urba Adéquat, que j'ai rencontré très récemment, sur lesquels j'ai fait mes propositions de sécurisation, des grands promoteurs comme Nexity, des promoteurs comme FH, et aussi des petits industriels qui aussi veulent vendre leur terrain. C'est vraiment tout ça, c'est le hasard qui fait les choses et qui fait l'intérêt. Et moi, les friches, je trouve ça tellement intéressant d'un point de vue technique, humain et réglementaire. C'est vraiment là où on assemble tout. Et c'est pour ça que je travaille sur les friches, et même sur les petits terrains, les grands terrains, les terrains qui sont coincés dans le fin fond du Berry, les terrains qui sont à côté d'agglomérations comme Lyon, Paris, Marseille. Tous ces terrains sont intéressants et tous, pour moi, ils ont une destination. Alors justement, c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que je pense que c'est un sujet tellement vaste, il y a beaucoup de complexité aussi, on parlait un petit peu de technique. Justement, ça nous intéresse. Quelles sont un petit peu les étapes sur un projet, notamment de revalorisation, pour arriver justement au but final sur tous les aspects de la partie notamment dépollution? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ah oui, je peux. C'est assez facile pour moi. La première étape, en fait, c'est l'étape de négociation. C'est vraiment la première étape où tout se joue là. Tout se joue à ce moment-là. Moi, j'ai des maîtres d'ouvrage ou des vendeurs de terrain qui m'appellent et à ce moment-là, on me dit, voilà, j'aimerais savoir sur cette partie-là, qu'est-ce qui grève mon terrain? Quand je l'achète, c'est quoi mes risques? Quels sont mes risques? Ces risques réglementaires en général, surtout sur des sites qui ont accueilli des ICPE. Et en général, on ne s'intéresse pas trop aux risques réglementaires, mais il y a quand même des permis à déposer, il y a des attestations à obtenir. Même pour un industriel, il y a des attestations à obtenir pour faire cette attestation d'activité, pour qu'un preneur achète le terrain. Et tout ça, il y a déjà des aspects réglementaires. Première chose. Après, il y a les aspects financiers. On a tous vendu un appartement dans notre vie et on a une vision du budget qu'on veut atteindre parce qu'on a un projet derrière, parce qu'on a plein de choses émotionnelles pour moi et humaines qui comptent derrière. On veut réimplanter une industrie, ça je l'ai eu. On veut vendre parce que finalement le fils veut pas reprendre la boîte, l'industrie, et du coup on veut revendre pour lui faire une cession financière. On veut acheter parce qu'on veut faire des logements, la plupart du temps c'est ça, ou on veut réinstaller des industries, ou on veut faire un centre de logistique. Voilà, ça c'est le projet qui dirige tout. Et en fait, les aspects financiers, il y a la pollution, mais il y a aussi le projet. Et tout ça est imbriqué. Et on n'a pas conscience de ça non plus. Il y a des PLU, on fait des choses, on négocie. Après, on voit le prix de la pollution, on dit « Ah ouais, non, mais finalement, dans le bilan, ça ne tient pas. » On essaie de trouver des plans d'aménagement qui optimisent la dépollution. Tout ça, c'est ultra intéressant, ultra motivant. Et après, il y a l'aspect humain. Il y a ce que les gens autour pensent. Il y a des sites, Amazon voulait s'implanter. Et non, ça n'a pas été possible. Et ça a été lié juste à une petite association qui est dans le coin et qui veut pas d'Amazon. Et après, il y a tous les aspects préfecture, mairie, ça qui ne sont pas de mon ressort. Mais le fait de mettre des garanties de dépollution, d'avoir quelqu'un
qui est capable de faire et qui apporte cette garantie avec toutes les attestations, les certifications qui vont bien, ça rassure. Ça aide en fait à faire avancer le projet. Ok, donc ça veut dire qu'il y a vraiment combien d'étapes au final? Il y a la négo. Oui. Après, il y a la vente. Une fois que la vente est faite, il y a tout ce qui est plan d'aménagement, négociation plan d'aménagement, donc ça fait 3 phases. Après, il y a la phase de travaux. Bien sûr. Et après, il y a la vente derrière les travaux. Donc ça, je dirais, il y a 4-5 phases. Moi, ce qui me concerne, c'est à peu près 3 phases, les 3 phases, jusqu'aux travaux. Parfait. Et c'est des projets qui sont sur quelle temporalité? Alors, la première phase, ça peut aller entre 3 ans et 20 ans. Ouais, quand même. Voilà. Je prends un exemple sur lequel j'ai travaillé quand j'étais dans mon ancienne boîte. La maturation, cathédrale du rail, qui a été gagnée avec Eiffage Aménagement, c'est 20 ans de maturation. Pour moi, c'est 6-7 ans. Sur un gros projet de 6 hectares à peu près, où il y a eu des logements, un mixte. Voilà. Et après, il y a des projets sur lesquels c'est 3 ans. C'est plus petits projets, plus acceptés. Souvent travaillant très en amont avec les mairies, avec les préfectures. Voilà. Et est-ce que ce sont des projets qui sont nombreux? Est-ce qu'il y en a beaucoup en France sur ces sujets? Comment ça fonctionne? Il y a alors il y a beaucoup de projets. Il y a énormément de friches en France, ça on le sait. Malheureusement, l'industrie est un peu en berne en France, malgré ce qu'on peut entendre. Il y a des projets de relocalisation d'industrie. C'est pas trop le cas. Donc des friches, il y en a plein. Et donc des projets, il y en a beaucoup, mais des projets qui aboutissent, il y en a peu. Il y a eu un moment un élan positif du gouvernement parce qu'il y a des subventions, il y a eu beaucoup de subventions. L'Europe aussi donne beaucoup de subventions. Mais ça reste pour des projets industriels, notamment plutôt importants, ou alors pour des collectivités qui n'ont pas les moyens. On parle des subventions fonds verts notamment, mais ça c'est en général plus pour des collectivités. Sur les projets qu'aujourd'hui tu réalises, qu'est-ce qui t'anime le plus? Moi, ce qui m'anime le plus, c'est vraiment de recréer de la valeur sur des fonciers dégradés, vraiment. Et de ne pas consommer des espaces qui sont soit naturels, soit agricoles, parce que la problématique elle a vraiment été là. Pendant des années, on a fait ça. Et maintenant, c'est plus possible, c'est plus viable. La biodiversité mondiale et même française s'effondre. C'est une réalité. Je ne vais pas faire mon écolo de base. Je sais qu'en plus, j'ai quelques membres du vestiaire d'immobilier qui me taquinent un peu là-dessus. Je ne suis pas un écolo de base. Moi, je suis juste pragmatique. On a des terrains qui sont disponibles. Ils ne sont pas construits. Souvent, ils sont gelés depuis des années et des années. Il faut créer de la valeur dessus. Créer de la valeur, ça ne veut pas dire faire des projets immobiliers. Je dirais, je discutais, j'avais un collègue avant avec qui je travaillais, et qui était quelqu'un de plutôt haut placé, et qui me disait les friches, et il avait raison. Les friches, c'est environ 70% de sites qui doivent être voués à la renaturation. Et je suis d'accord avec lui. Et il faut penser à ça aussi. Il y a des sites qui sont valorisables pour l'immobilier, mais il y a beaucoup de sites qui vont être voués à la renaturation. Et c'est là où on a un problème en fait, de finances à l'heure actuelle. Alors Gabriel, on va parler un petit peu des tendances du marché. D'accord, je pense que c'est important. On sait qu'aujourd'hui l'immobilier, bien évidemment, c'est un petit peu compliqué, même si ça a tendance un petit peu à repartir en France. Sur ton domaine d'expertise, qu'est-ce que tu vois, selon toi, comme une grande transformation à venir? Alors déjà, je vais répondre sur le marché de l'immobilier, oui. Puisque tout le monde est impacté. C'est une réelle catastrophe, mais qui s'est initiée depuis énormément d'années. Tout le monde est impacté. On voit bien chez nos clients promoteurs immobiliers, c'est la dévastation, il faut se le dire. Moi, j'ai quand même plein d'amis dans le domaine de l'immobilier et des promoteurs immobiliers et qui ont été licenciés. Donc, et c'est pas pour rien. Des grands groupes Nexity, il n'y a pas que Nexity, tous ceux avec qui je travaille, on subit de plein fouet la crise qui ne va pas en s'améliorant. En 2025, c'est pas mieux. Et les prix des matériaux explosent. Donc là, on n'y arrive plus.
Vraiment, on n'y arrive plus. Tous les voyants sont au rouge. Après, j'ai pas envie d'être trop pessimiste, parce qu'à un moment ou à un autre, ça va repartir, parce qu'il y a des besoins. Et ces besoins, va falloir les créer. Il va falloir trouver de nouveaux modèles. Alors, ces nouveaux modèles, moi, je sais pas trop. Hein, je suis pas un promoteur immobilier, mais ces nouveaux modèles, ils vont se dessiner. Et je pense que on va recréer une certaine valeur dans peu de temps. Et ce qu'il y a de bien avec les crises, c'est que derrière les crises, il y a de nouveaux modèles qui apparaissent et de nouvelles créations. Et l'homme est inventif, donc je ne suis pas inquiet. Moi, dans mon domaine d'expertise, je ne sais pas trop pour l'instant ce qu'on peut créer. Mais est-ce que typiquement, toi, dans ce que tu fais, il y a des nouvelles tendances qui apparaissent? Ça peut être une manière de revaloriser la nouvelle tendance, c'est vraiment, pour moi, sur les grosses zones d'aménagement, c'est vraiment de dépolluer en sortant le moins de terre possible. Parce que le modèle, auparavant, c'était vraiment, on ne s'embête pas, ça doit être rapide. Et ça doit coûter pas cher. Maintenant, on n'est plus là-dedans. On est dans le RSE, hein, bien sûr, le CSRD, hein, des entreprises. Et on a des bilans carbone à assurer, on a du BREEAM, on a plein de choses. Et la pollution doit jouer son rôle aussi là-dessus. Donc, sur des grosses zones d'aménagement, il faut les prendre vraiment très en amont des projets. Et on a plein de solutions pour faire de la dépollution sur site. Et pour plus prendre la terre et la prendre dans des camions, même dans des barges pour optimiser le bilan carbone, et la mettre dans un endroit sécurisé. Tout ça, c'est plus possible. On essaie de trouver des solutions qui sont plus viables et qui permettent ce qu'on appelle des solutions de dépollution in situ ou on-site. Hein, c'est-à-dire qu'on prend la terre, on la dépollue sur site, ou on fait carrément des systèmes qui dépolluent sur place sans déplacer de terre. C'est encore mieux. Hein, et du coup, on arrive à trouver des solutions qui créent de la valeur d'un point de vue environnemental. Voilà. Et souvent qui peuvent être plus économiques en plus. Après, on est en région parisienne, on a des coûts de terre qui sont faibles, mais petit à petit, ça commence à rentrer dans l'état d'esprit. Alors, en soi, ce n'est pas des techniques qui sont novatrices en termes de dépollution. Par contre, c'est l'ensemble de toutes ces méthodos dans un projet d'aménagement qui est un peu plus novateur, j'ai envie de dire. D'accord. Voilà. Est-ce que toi, tu penses que ça va dans la bonne direction? Pour l'instant, non. Mais ça commence à rentrer dans les mœurs et à se dire que, vu les sols dégradés, il y a des pollutions, on est obligé de les enlever, hein, mais il y a des pollutions sur lesquelles on peut commencer à travailler sur place, sur site. Donc si, ça commence à faire son chemin. Ça commence à faire son chemin. D'accord. Est-ce qu'on peut considérer aussi que la France est prête aussi justement, avec notamment les filières de recyclage pour notamment revaloriser tous ces sites dont tu parlais qui sont nombreux sur le territoire? De toute façon, toutes les entreprises de dépollution font ces techniques. Vraiment, là où j'insiste, c'est là où il y a la plus-value, c'est l'assemblage de ces techniques dans un projet global. C'est là où il y a du plus. C'est une méthode globale qui est pas forcément, qui prend du temps en fait. Moi, je travaille sur ces projets-là et je travaille aussi à blanc souvent, puisque je suis en amont. Et travailler à blanc, c'est travailler à risque. Hein, c'est comme certains architectes. Hein. Moi, je suis un assembleur et je travaille avec les architectes, je travaille avec les promoteurs. Et souvent, je travaille à blanc. Et travailler à blanc, c'est de la perte d'argent, hein, quelque part. Et de plus en plus, ce qui rentre dans les mœurs, c'est la notion de partenariat. Il y a la technique, c'est ce que je dis, mais il y a souvent l'humain. Et c'est là où l'humain rentre en compte. Et le partenariat, il peut se faire aussi avec les industriels, avec les propriétaires de terrain. Et c'est là où les mœurs commencent à changer et où cette méthode, moi, que j'essaie de vendre à blanc, elle est importante pour moi. Et c'est là où on va changer l'état d'esprit. Alors tu sais, au vestiaire de l'immobilier, donc on a dans ce podcast notamment le vestiaire. On a tout aussi mis sur une analogie autour du sport, autour aussi bien sûr du rassemblement, le fait qu'on aime échanger ensemble. J'aimerais un petit peu que tu nous partages
ça peut être des habitudes, ça peut être un petit peu des rituels, tu sais, comme dans un vestiaire, hein, finalement, qui font que tu vas réussir à mener un projet professionnel à terme. Est-ce que peut-être, Gabriel, tu as quelques petits secrets pour nos auditeurs? Alors le secret, c'est comme dans un vestiaire de rugby, hein, parce que moi je suis très attaché au rugby, aux valeurs du rugby, hein, et je pense que le vestiaire d'immobilier aussi, surtout au vu de ceux qui financent le vestiaire d'immobilier. La préparation, l'entraînement, la préparation et la création d'une équipe. Vraiment, c'est là-dessus. Quand on va voir un propriétaire de terrain avec un promoteur, qu'est-ce qui crée la valeur supplémentaire? C'est l'humain, c'est s'intéresser à l'autre, c'est s'intéresser au promoteur immobilier, ses besoins, ses attentes, créer une relation personnalisée, vraiment, hein, parce qu'il y en a qui sont très abruptes, il y en a qui ont besoin de sentir qu'on est impliqué dans le projet. Et un propriétaire de terrain qui attend qu'on revalorise au mieux son terrain. C'est normal. Donc tout ça, c'est créer cet esprit d'équipe, créer une énergie dynamique positive. Pour moi, c'est ultra important. Et ça, c'est ma gimmick. Et ça demande une énergie extrêmement importante. Et ça peut créer des frustrations. Là, j'ai un projet en ce moment sur lequel je travaille. Eh ben, c'est du haut, du bas, du haut, du bas. C'est comme dans un projet perso. Quand on discute avec sa femme, c'est la même chose pour moi. Il y a des moments où ça va, et il y a des moments où ça va pas, et il y a des moments où on claque la porte. Parce qu'on dit non, c'est plus possible. Et ça m'est arrivé là, hier. Donc je peux vous dire, 2 ans que je travaille sur un projet, je fais gagner 300 000 euros sur 600 000 euros à un client, et il veut pas. Je peux pas insister, je peux plus rien faire pour lui. Voilà. Et donc j'ai claqué la porte, et peut-être qu'il reviendra ou pas. Mais c'est ça, c'est vraiment créer cette relation, cette énergie positive. Ça, c'est mon gimmick. Voilà, finalement, c'est vraiment l'humain qui revient au cœur de ce que tu fais. Ah oui, il n'y a que ça en fait. Il y a que ça. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire, ma boîte, il faut qu'elle fasse du fric, hein, comme tout le monde. Et il y a des attentes, moi, de ma société, très fortes sur les friches auxquelles ils croient. Ils ont un fonds aussi sur lequel ils investissent dans les friches, mais c'est vraiment créer cette valeur humaine. Pour moi, qu'est-ce qui me distingue des autres en fait? Parce que des techniciens, il y en a des bien meilleurs que moi. Des gens qui pensent à des aménagements, il y en a des bien meilleurs que moi. Par contre, des gens qui assemblent tout et qui essaient de penser à tout, au réglementaire, qui ont un peu toutes ces connaissances, avec une spécificité technique un peu plus poussée sur la pollution, et qui sont capables de faire un budget comme ça, un peu pour aider à l'acquisition d'un terrain, il n'y en a pas 10 000. Ça, je peux le dire. Donc il faut venir voir Gabriel pour se renseigner sur ces sujets. Comme je dis toujours, moi, le conseil, il est gratuit. Après, oui. Ça match pas, c'est pas un problème. Excellent. Est-ce qu'il y a des sujets que tu aimerais qu'on aborde, qui sont chers aussi pour toi? En fait, si j'avais vraiment quelque chose, j'avais fait ça à un moment donné. Moi, je pense surtout aux jeunes, aux jeunes et à la formation. Ce qui me gêne un peu dans les formations actuelles, alors je ne les connais pas toutes, il y en a peut-être qui sont plus spécifiques, c'est cet aspect un peu de candeur vis-à-vis de la pollution. Pourquoi je dis ça? Voilà, c'est un peu la vision du métier de dépollueur. On dit, oui, c'est des gens, et il y en a qui sont comme ça. Voilà, les papillons, les oiseaux, les fleurs. Pour l'écologie, c'est un peu ça. Moi, l'écologie, c'est pas ça. L'écologie, c'est pragmatique. Donc, s'il y a quelque chose qui me tenait à cœur, et si même je peux faire un appel sur ce podcast, c'est apprenez l'écologie pragmatique. C'est pas que du CO2 qui est émis, c'est pas que ça, c'est aussi des gens qui sont impactés par des projets, c'est aussi des industries qui doivent s'implanter avec des contraintes réglementaires qui sont de plus en plus épouvantables en France. C'est des projets qui ne peuvent pas se faire à cause de ça. C'est des industriels qui ne s'installent pas à cause de ça, parce qu'on est trop restrictif. Et moi, ce que j'aimerais, c'est insuffler ça aux jeunes qui puissent porter la bonne parole, au-delà de trier ses déchets, machin. Voilà, c'est beau, mais
La réalité du terrain, c'est pas ça. La réalité de la pollution, c'est pas ça. La vraie pollution, ce qu'on crée, c'est pas ça. Voilà. Et moi, j'aimerais bien porter cette parole dans les universités. J'étais enseignant aussi, puisque j'étais chercheur. J'étais enseignant-chercheur. Et porter cette bonne parole, pour moi, ce serait un pas supplémentaire. On en revient toujours à l'humain. Bien sûr, bien sûr. Les valeurs. Et justement, pour ce type de public, est-ce que tu as des ressources à partager pour s'informer, pour s'acculturer un petit peu, notamment pour les auditeurs? C'est un peu compliqué, pour être honnête. Je ne peux pas donner un... Ouais, ça peut être après même aussi des personnes à suivre, autres que toi, là-dessus, pour prêcher un petit peu cette autre que parole. moi, ça c'est sûr. Parce que moi, je ne suis pas un fervent supporter de l'écologie politico... enfin, on ne sait pas trop, en fait. Cette écologie, on ne sait pas trop où est-ce qu'elle se positionne dans le panel politique. On ne sait pas trop. Elle devrait être partout, mais elle est nulle part. Et quand quelqu'un la prend en charge, voilà. Ça, c'est un peu les aspects politiques. Après, une personne à suivre particulièrement... Non, ça peut être des livres, ça peut être du contenu qui pourrait aider justement des personnes à s'informer, tu vois, développer leur curiosité. Parce que finalement, aujourd'hui, c'est un sujet, en fait, on parlait de friche, il faut défricher. Ça, c'est vrai. Et justement, développer sa curiosité. Je pense que si on parle aux jeunes, c'est très important. Honnêtement, j'ai vraiment pas d'idée là. Ça me vient pas. Il y a pléthore de ressources. Est-ce qu'elles sont pertinentes ou pas? C'est un peu difficile à dire là. Bon, on laissera les auditeurs se renseigner potentiellement sur ça. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de faire appel à tes services? Où est-ce qu'on peut me retrouver? De toute façon, j'ai un numéro de téléphone déjà. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et puis sur le vestiaire de l'immobilier, il y a mon contact et puis le lien de la société pour laquelle je travaille. Je fais de nombreux salons. Alors en ce moment, je vais faire tout ce qui est Seattle, c'est un salon de logisticiens. D'accord. Sur lequel on peut me retrouver. J'ai aussi un salon, on va avoir pour la première fois un stand, et ça vient de moi, sur le salon de l'industrie, Global Industrie à Lyon. Parfait. Qui est le plus gros salon industriel. Donc là, vous pouvez me retrouver. Et après, tous les salons immobiliers, CIMI, etc. Et puis, n'hésitez pas à aller sur le site du vestiaire sur lequel vous retrouverez mes coordonnées. Et n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je suis à votre écoute. Parfait. On mettra bien évidemment tous les éléments de coordonnées par rapport à ça. Je te remercie pour cet échange, Gabriel, vraiment avec beaucoup de valeur sur le sujet. Il est évident que c'est un sujet quand même assez technique, je pense, et qui demande une véritable expertise. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'au vestiaire de l'immobilier, on a fédéré aussi des acteurs d'expertise sur tout un peu l'aspect transversal un peu de l'immobilier. Et donc on est vraiment très content que tu aies pu répondre à nos questions et j'espère qu'on se verra très vite pour les soirées du vestiaire. Ah oui. Je te remercie Gabriel et je te dis à très bientôt. Merci, à très bientôt. Vous avez écouté Le Vestiaire, le podcast du vestiaire de l'immobilier. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et suivez-nous sur LinkedIn et Instagram. Pour en savoir plus sur notre club privé d'affaires, rendez-vous directement sur notre site internet